Je m'appelle Reed Rook, et c'est le jour où elle a essayé de me briser en public et m'a accidentellement rendu ma vie. Le vent de Randolph a frappé comme une gifle à la seconde où j'ai poussé la porte du restaurant, mais à l'intérieur de l'établissement du West Loop, tout n'était que chaleur, lumière, verre qui teinte et ce bourdonnement de samedi bondé qui vous donne l'impression de faire partie de quelque chose, même quand ce n'est pas le cas. Blythe l'avait choisi. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Elle m'avait envoyé un texto ce matin-là comme si de rien n'était. Déjeuner léger, juste nous. Je veux un nouveau départ. Puis elle est entrée avant moi, a souri à l'autre comme si la pièce lui appartenait, et a demandé la table près de la fenêtre par son nom, pas une table près de la fenêtre, mais la table près de la fenêtre. Celle où n'importe qui sur le trottoir pouvait jeter un coup d'œil, et où n'importe qui à l'intérieur aurait une ligne de vue dégagée. Dans mon métier, on apprend vite que les meilleures scènes ne se produisent pas par accident. Elles se produisent parce que quelqu'un a choisi l'angle de la caméra. Je ne voulais pas croire cela de la femme que j'étais censé épouser. Alors, je me suis dit qu'elle aimait juste la lumière naturelle. Je me suis dit qu'elle voulait une belle vue. Je me suis dit n'importe quoi, sauf la vérité que je sentais se resserrer dans mes côtes alors que nous nous glissions à nos places. Et elle s'est assise, les épaules carrées, comme si elle attendait que quelque chose commence. Son parfum a frappé en premier, propre, cher, impossible à ignorer. Puis son sourire, parfaitement mesuré, celui qu'elle utilisait lors des dîners de marquer des galas de charité quand elle voulait qu'une pièce se souvienne de son nom. Elle a à peine jeté un coup d'œil au menu avant de faire signe au serveur, a commandé avec cette confiance vive qui faisait bouger les gens plus vite autour d'elle, puis a regardé juste au-delà de moi pendant une demi-seconde, vers la table à côté de nous. J'ai suivi son regard sans le vouloir. Maddox, Rowan, Tat. 3 de ses amis, perchés à une table qui n'aurait pas dû être assez proche pour paraître intentionnelle, mais qui l'était absolument. Le téléphone de Maddox était déjà sorti, face contre la table, comme un animal endormi. Rowan avait ce sourire narquois qu'il arborait quand il pensait que quelque chose allait devenir désordonné. Tat s'est penché en arrière sur sa chaise, balayant la pièce du regard comme s'il comptait les témoins potentiels. J'ai ressenti une petite secousse d'anormalité. Blythe avait dit, juste nous. Elle ne les avait pas mentionnés. Ils n'ont pas fait de signe de la main. Ils n'ont pas dit bonjour. Ils ont juste regardé, comme s'ils avaient acheté des billets. Blythe a continué à parler, mais c'était le genre de conversation qui ne mène nulle part, bavardage de travail, une mention d'un client, un commentaire sur la façon dont la ville avait l'air pimpante aujourd'hui. Elle ne m'a rien demandé d'important. Elle n'a ri de rien de drôle. On aurait dit qu'elle comblait le temps jusqu'à un signal. Lorsque notre nourriture est arrivée sur la table, mon poulet parmigiana, sa salade avec du saumon arrangé comme s'il appartenait à un magazine, elle a attendu. Non pas pour manger, mais pour que tout se calme, pour s'assurer que la salle était pleine, que le serveur s'était éloigné, que chaque table voisine avait cette demi-seconde de calme que l'on ne remarque que lorsqu'elle manque. Puis elle l'a fait. Blythe a levé le menton, m'a regardé droit dans les yeux comme si elle était sur le point d'annoncer une fusion, et a dit, assez fort pour que les mots n'atterrissent pas seulement sur notre table, mais sur tout le restaurant, le mariage est annulé. Je ne t'aime plus. Ce fut instantané. Les fourchettes se sont arrêtées. Un rire de quelque part derrière nous est mort en plein souffle. Le couple près du bar a tourné la tête. Le serveur s'est figé avec un plateau à la main, comme s'il avait été pris sous un projecteur. Et de la table à côté de nous, j'ai entendu un petit rire qui s'est propagé rapidement, comme si quelqu'un avait jeté une allumette dans de l'herbe sèche. Maddox. Rowan. Tat. Il riait. Pas un rire surpris. Pas un rire gêné. Le genre de rire que les gens font quand ils connaissent déjà la chute. Pendant une fraction de seconde, mon corps a essayé de faire ce pourquoi il avait été entraîné pendant 4 ans. Expliquer, apaiser, s'excuser, réparer. Mon esprit a parcouru une centaine de pensées inutiles. Ai-je manqué quelque chose? Est-ce qu'elle plaisante? Est-ce que c'est à propos d'hier soir? Est-ce que c'est à propos du plan de table? Est-ce que c'est à propos de sa mère? Et puis, sous ce bruit, quelque chose a cliqué. Pas de chagrin. De la reconnaissance. La façon dont vous reconnaissez un piège au moment où vous entrez dans la lumière et sentez le fil se resserrer autour de votre cheville. J'ai posé ma fourchette lentement. Pas dramatiquement, juste délibérément. J'ai regardé le visage de Blythe. Son expression n'était pas de la peine ou de la culpabilité.
C'était de l'anticipation, de la satisfaction, même, comme si elle avait tiré un levier et attendait que la machine fasse ce pourquoi elle était construite. J'ai alors réalisé qu'elle ne voulait pas seulement rompre. Elle voulait un moment. Elle voulait un public. Elle voulait que je saigne devant la caméra. Et c'est peut-être pour ça que le calme est venu. Parce que la colère l'aurait nourri. Les larmes l'auraient nourri. Les supplications l'auraient nourri. Je n'allais pas la nourrir. Merci d'être honnête, ai-je dit, et ma propre voix m'a surpris. Elle était stable, presque polie. Ses sourcils se sont levés d'une fraction, comme si elle avait mal entendu. Le rire de la table voisine a vacillé. Blit a ouvert la bouche, puis l'a refermée, se recalibrant. J'ai atteint ma main gauche et j'ai retiré la bague. Le diamant a capté la lumière de la fenêtre pendant une seconde brillante. Le même genre d'éclat mis en scène qu'elle avait adoré lorsque nous avions pris des photos de fiançailles. Je ne l'ai pas brandi. Je ne l'ai pas jeté. Je ne l'ai pas claqué sur la table. Je l'ai simplement laissé tomber dans la poche de ma veste, comme une clé dont je n'avais plus besoin. Tu sais quoi, ai-je continué, toujours calme. Je pense que je vais organiser une fête pour l'avoir échappé belle. Rowan a reniflé. Tat a éclaté d'un rire plus fort, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. La bouche de Blitz s'est retroussée en un sourire narquois, du genre qui disait qu'elle pensait que je gérais mal la situation, que je disais quelque chose de mignon avant de m'effondrer. La salle est restée silencieuse, mais c'était le genre de silence qui écoute. J'ai pris une gorgée d'eau, j'ai reposé le verre et j'ai sorti mon portefeuille. J'ai compté de l'argent pour ma part du repas, et un peu plus, assez pour couvrir le pourboire, comme une excuse au serveur pour avoir été entraîné dans cette scène. Je l'ai posé sur la table avec le même calme que j'utilisais lorsque je clôturais un contrat de fournisseur. Je me suis levé, j'ai rassemblé mon téléphone, ma veste, le petit sac en papier avec le dessert que Blit avait insisté pour que nous commandions à partager, et je l'ai regardée comme si elle était une étrangère que j'avais rencontrée à un cocktail de l'industrie. Tu as choisi le décor, ai-je dit. Déjeuner du samedi, table près de la fenêtre. Tes amis juste là. Son sourire a tressailli. Je pensais que tu méritais la vérité. Et je l'ai eu, ai-je dit. Plus que ce que tu voulais probablement me donner. Je me suis tourné légèrement vers la table adjacente. Maddox essayait d'avoir l'air décontracté, mais ses épaules étaient tendues. Son téléphone n'était plus face contre la table. Il était incliné juste assez pour capter mon visage. Il se croyait malin. Il ne l'était pas. J'ai croisé son regard et j'ai dit une phrase. Sans chaleur, sans menace, juste de la clarté. Je te vois enregistrer, Maddox. Assure-toi de garder la partie où elle le dit mot pour mot. Pas de coupure, pas de montage. C'était comme si quelqu'un avait débranché la prise de courant de leur rire. Le sourire de Rowan s'est effondré. Tat s'est redressé. La main de Maddox a sursauté et, pour la première fois, il avait moins l'air d'un spectateur que d'un gamin pris à faire quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Ils étaient venus pour une crise de nerfs. Ils étaient venus pour un clip. Et en une phrase, j'avais transformé leur petit enregistrement en une preuve qu'ils ne pouvaient pas contrôler. J'ai hoché la tête une fois de plus, pour moi-même plus que pour eux, puis je me suis dirigé vers la sortie. Chaque pas semblait observé, mais pas de la manière que Blit avait prévu. Je ne me ratatinais pas. Je ne me bousculais pas pour gérer la salle. Je la quittais. La cloche au-dessus de la porte a sonné quand je suis sorti et le froid de Chicago m'a frappé le visage, dur et honnête. Ce vent semblait plus propre que l'air à l'intérieur. Je me suis dirigé vers ma voiture, les mains stables. Je l'ai déverrouillée, je me suis glissé dans le siège du conducteur et je suis resté assis un moment, les deux mains sur le volant, comme si j'attendais que les tremblements commencent. Ils ne sont pas venus. Mon téléphone a immédiatement vibré. Blit. Nous devons parler. Une autre vibration. Ne fais pas ça. Une autre. Tu réagis de manière excessive. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé droit devant moi et dans le reflet de mon pare-brise, je pouvais encore voir le restaurant derrière moi, toujours plein, toujours bourdonnant, revenant à la vie maintenant que la scène était passée. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur le siège passager, par habitude, parce que je vivais au rythme des calendriers et des dossiers partagés, et l'onglet était toujours là depuis la veille, notre lecteur partagé, notre feuille de calcul de mariage, la liste de contrôle sans fin sur laquelle Blit avait insisté.
J'ai regardé les dossiers et j'ai senti quelque chose me parcourir la peau. Le même sentiment que l'on ressent quand on réalise qu'une pièce a été arrangée avant même qu'on y entre. Comme si quelque chose avait été préparé, pas seulement une phrase de rupture, mais les conséquences. J'ai démarré la voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison sans musique. Et dans le silence, la question qui n'arrêtait pas de taper à l'arrière de mon esprit n'était pas « Pourquoi est-elle partie ?». C'était « Pourquoi avait-elle besoin de témoins ?» Mon appartement à Wicker Park était trop silencieux quand je suis entré. Pas de bande-son de bruit de restaurant, pas de regard sur moi, pas de sourire organisé sur le visage de Blythe, juste le doux bourdonnement de mon réfrigérateur et le grondement lointain du métro, comme si la ville respirait sans se soucier de ce qui venait de m'arriver. J'ai laissé tomber mes clés dans le bol près de la porte, j'ai enlevé mes chaussures et je suis resté là, à regarder mon propre salon comme si je n'y avais jamais été. Le premier vrai poids ne m'a pas frappé avant d'être seul. Pas le genre de poids qui dit que vous avez perdu l'amour. Le genre qui dit que vous avez vécu à l'intérieur du cadre de quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas remarqué les frontières se refermer jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait les 100 pas. Puis j'ai arrêté de faire les 100 pas parce que cela ressemblait à un mouvement pour éviter de ressentir. Je me suis assis sur le bord de mon canapé, j'ai sorti la bague de ma poche et je l'ai tenue entre mes doigts. Elle n'était pas lourde. Elle était juste chère. Juste brillante. Juste un accessoire qui avait signifié un engagement parce que nous avions convenu de le traiter comme tel. Je l'ai remise dans ma poche et je l'y ai laissée. Je n'allais pas lui accorder plus de cérémonie qu'elle ne l'avait fait. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur la table basse, un petit battement de cœur régulier qui n'était pas le mien. Les messages de Blythe arrivaient par vagues, et le changement de ton était presque impressionnant dans sa prévisibilité. D'abord, tu es sous le choc. Appelle-moi. Ensuite, ce traitement par le silence est immature. Puis, les gens me demandent ce qui s'est passé. Tu dois m'aider à l'expliquer correctement. Ce dernier a atterri différemment. Non pas parce qu'il était cruel. Cruel était un mot trop émotionnel pour ce que Blythe faisait. C'était tactique. Elle ne demandait pas comment j'allais. Elle m'assignait un rôle. Coopérer. Gérer les retombées. Protéger son image. L'aider à narrer la fin. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Pendant 4 ans, mon réflexe avait été de répondre, d'apaiser, de réparer, de m'assurer qu'elle n'était pas mal à l'aise, de m'assurer que l'histoire dans sa tête restait intacte. Et assis là, dans mon propre appartement, j'ai pris une décision qui semblait petite, mais qui avait le goût de la liberté. Je n'allais pas répondre. Pas comme une punition, pas comme une vengeance. Comme une limite. Le silence n'était pas moi qui étais enfantin. Le silence, c'était moi qui sortais d'un scénario. J'ai pris une douche, j'ai enfilé un sweat à capuche et j'ai essayé de respirer comme une personne normale. Je n'ai pas pu. Mon esprit n'arrêtait pas de revenir en arrière, de tirer des scènes des 4 dernières années, comme des reçus que j'avais fourrés dans un tiroir et oubliés. Blythe corrigeant la façon dont je prononçais le nom d'un client lors d'une collecte de fonds, riant comme si c'était une blague, tandis que le donateur me souriait avec pitié. Blythe me louant en public, rit des si talentueux, il me garde saine d'esprit, puis en privé, me disséquant comme un projet, mes vêtements trop décontractés, mon ton trop doux, mon rire trop fort, mes amis trop désordonnés. Blythe faisant des plans sans demander et agissant ensuite blessé quand je disais que j'avais du travail. Blythe me disant doucement que mes instincts étaient émotionnels tandis que les siens étaient stratégiques. Je l'avais cru pendant si longtemps que j'avais commencé à me censurer avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Les fiançailles elles-mêmes ont flashé comme un stroboscope, une salle bondée, un discours, des téléphones levés, ses yeux sur le public plus que sur moi. Moi disant, oui, parce qu'il y avait trop de témoins pour qu'une autre réponse soit possible. Je me suis souvenu à quel point je me sentais piégé à ce moment-là et à quelle vitesse j'avais enterré ce sentiment sous le mot « romantique ». En fin d'après-midi, je me suis forcé à sortir parce que rester à l'intérieur donnait l'impression de se dissoudre. J'ai conduit vers Lincoln Park, je me suis garé près d'un café tranquille que Juno et moi fréquentions depuis l'université, le genre d'endroit qui ne se souciait pas si vous restiez 2 heures tant que vous gardiez la voix basse et que vous donniez un bon pourboire. Juno était déjà là quand je suis entré, assise près du mur du fond, son manteau drapé sur la chaise et ce regard sur son visage qui signifiait qu'elle était prête à en découdre depuis midi. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Pas au début. Elle a observé mon visage comme on observe quelqu'un pour des signes de blessure. Puis elle a dit, bas et sec, raconte-moi tout. N'adoucis rien.
Alors, je ne l'ai pas fait. Je lui ai parlé de la table près de la fenêtre, de Blit qui commandait vite et parlait comme si elle tuait le temps, de la façon dont le téléphone de Maddox était déjà sorti, du sourire de Rowan, de Tad qui balayait la salle, de la voix de Blit qui montait exprès, du rire mon Dieu, le rire comme si ma vie était la chute d'une blague qu'ils avaient répétée. Juno a écouté sans interrompre, sa mâchoire se crispant par petites touches, comme si elle empilait proprement la colère au lieu de la laisser déborder. Quand je suis arrivé à la partie où j'ai souri et remercié Blit, les yeux de Juno se sont plissés. « Tu n'as pas pleuré ?» a-t-elle dit, pas comme une question. « Non » ai-je dit. Je ne lui ai pas donné ça. « Et la bague ?» Je l'ai mise dans ma poche. Juno a laissé échapper un souffle qui sonnait presque fier. Puis son visage s'est à nouveau durci. « Et tu as vu Maddox filmer ?» Je l'ai vu, ai-je dit, et je lui ai dit de garder la partie où elle le dit mot pour mot. C'est alors que quelque chose a changé dans l'expression de Juno, passant de la colère pour moi à la reconnaissance de quelque chose de plus grand. Elle s'est penchée en avant sur son café et a dit très doucement, « Reed. » Ce n'était pas une rupture. C'était une mise en scène. Les mots ont frappé ma poitrine comme de l'eau froide. Je l'avais senti, mais l'entendre à voix haute le rendait réel d'une manière que mes propres pensées n'avaient pas osé le faire. Juno a continué. Tu produis des événements. Tu sais comment fonctionne la mise en scène. Tu sais comment les gens choisissent l'éclairage, les lignes de vue, le timing et les témoins. Tu sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un construit un moment pour un public. Elle a tapé une fois du doigt sur la table, contrôlée. Blit et sa petite bande ne se sont pas retrouvés là par hasard. Ils ont été placés. J'ai regardé le tourbillon de mousse dans ma tasse et j'ai senti mon estomac tomber. Parce qu'une fois que vous acceptez cela, vous ne pouvez plus l'ignorer. La commande trop rapide, les petites conversations sans importance, la pause avant qu'elle ne parle, la façon dont ses yeux se sont tournés vers ses amis comme si elle vérifiait s'ils étaient prêts. Ce n'était pas spontané. C'était programmé. Je pensais qu'elle voulait juste en finir, ai-je dit. Et même en parlant, la phrase semblait naïve. Juno a secoué la tête. Non. Elle voulait les images. Elle voulait des témoins. Elle voulait que la salle te voie craquer pour pouvoir dire à tout le monde par la suite que tu étais exactement ce dont elle les avait prévenus. J'ai dégluti. Me prévenir de quoi? La bouche de Juno s'est crispée. Dis-moi. Combien de fois a-t-elle laissé entendre que tu es intense, que tu prends les choses trop personnellement, qu'elle doit te gérer? Je n'ai pas répondu parce que la réponse était trop laide. Blit avait posé les bases depuis longtemps. Je l'avais entendu dans les petites blagues qu'elle faisait au fait. La façon dont elle soupirait et disait, « Reed s'emporte ». Comme si mes émotions étaient un inconvénient qu'elle tolérait. J'avais balayé ça d'un revers de main parce que c'était plus facile que d'admettre qu'elle façonnait la façon dont les gens me voyaient. Quand j'ai quitté le café, le ciel était devenu de ce gris plat que Chicago fait si bien. Comme si toute la ville retenait son souffle. Je suis retourné vers River North parce que lundi arrivait, que je sois prêt ou non, et je devais avoir l'air d'un homme qui avait encore le contrôle de sa vie. Je suis entré dans mon bureau, j'ai hoché la tête aux gens, j'ai répondu à des emails, j'ai participé à un appel rapide comme si je n'avais pas été publiquement démantelé 2 jours auparavant. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai pratiqué mon visage, neutre, stable, imperturbable. Parce que je sentais déjà le piège se resserrer. Si l'histoire de Blit était que Reed est instable, alors le monde commencerait à chercher des preuves. Je ne pouvais pas me permettre de leur en donner. Au moment où je suis rentré à la maison, mon téléphone avait cessé de vibrer depuis 1 heure, comme si Blit avait décidé que le silence pourrait être une meilleure arme que les messages. J'ai jeté ma veste sur une chaise et j'ai de nouveau ouvert mon ordinateur portable, plus par instinct que par intention. L'onglet du lecteur partagé était toujours ouvert, le même que j'avais vu dans ma voiture. Dossier de mariage, contact des fournisseurs, ébauche de liste d'invités, feuille de calcul avec la précision colorée de Blit. J'ai survolé les curseurs et j'ai ressenti ce sentiment antérieur aiguisé, comme s'il y avait des ficelles attachées à tout, et que je ne remarquais les nœuds que maintenant. Puis, comme si l'univers voulait s'assurer que je ne reculais pas devant la vérité, mon téléphone s'est allumé avec une notification d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Pas de nom, pas de contexte, juste un message avec une vidéo en pièces jointes. Mon pouce a hésité une seconde, puis j'ai appuyé. Le clip s'est chargé, granuleux et proche, filmé depuis la table adjacente du restaurant. Il y avait mon profil, les mains de Blit sur la table,
le bord du verre de Maddox dans le coin. J'ai regardé le visage de Blythe dans les secondes avant qu'elle ne parle, et ma peau a picoté. L'audio a capté quelque chose que le bruit du restaurant ne pouvait pas cacher, un murmure bas de quelqu'un hors champ. 2 mots, presque enjoués. C'est parti. Blythe a inspiré juste après, une respiration mesurée comme si elle montait sur scène. Puis elle a levé le menton et a de nouveau prononcé la phrase, forte, nette, répétée. Le mariage est annulé. Je ne t'aime plus. Je n'ai pas ressenti de chagrin en le regardant. J'ai ressenti quelque chose de plus froid. Une confirmation. Ils ne s'étaient pas seulement présentés pour être témoins. Ils avaient donné le signal du moment, comme un réalisateur criant « Action ». J'étais sorti du restaurant en pensant que la scène était terminée. Mais le clip dans ma main prouvait que ce que Juno avait dit était vrai. Ce n'était jamais juste une rupture. C'était une production. Et s'il distribuait déjà des images, alors l'acte suivant était déjà en mouvement, que je le veuille ou non. Le lendemain matin, je suis entré à River North comme si de rien n'était, car je pouvais déjà entendre la voix de Blythe dans ma tête, transformant toute fissure dans mon sang-froid en preuve. Le hall sentait l'expresso brûlé et le nettoyant au citron. Les ascenseurs s'ouvraient et se fermaient à un rythme régulier. Les gens en tenue de ville décontractée se déplaçaient avec cette détermination du lundi, les yeux droits devant, la vie intacte. J'ai hoché la tête à ma réceptionniste, j'ai adressé un sourire rapide à un collègue et je me suis glissé dans mon bureau au même rythme contrôlé que j'utilisais avant une activation de marque en direct. Mon emploi du temps était chargé. Un appel client à 10 heures. Une demande de visite de site que je devais approuver. Un examen de budget qui ne pouvait pas attendre. Tout cela était ordinaire. Tout cela était soudainement fragile. Comme si une mauvaise réaction pouvait tout faire s'effondrer. J'ai gardé le visage neutre toute la matinée, mais mon esprit n'arrêtait pas de tourner autour d'un détail de la vidéo. Le signal chuchoté, l'inspiration, la phrase prononcée comme un gros titre. Ce n'était pas de l'émotion. C'était de l'exécution. Ce qui signifiait que les vrais dégâts ne seraient pas la rupture elle-même. Ce serait ce qui viendrait après. L'histoire que Blythe racontait aux gens. Le clip que ses amis coupaient. La façon dont elle me cadrait quand je n'étais pas dans la pièce pour me défendre. Au déjeuner, j'ai fermé la porte de mon bureau, j'ai ouvert notre dossier de mariage partagé et je l'ai regardé comme on regarde le gréement d'une scène après que quelqu'un se soit blessé. Blythe et moi avions construit cette chose ensemble, ou du moins je me le disais. Des feuilles de calcul à code couleur, des contrats de fournisseurs, des ébauches de plans de table, des listes dans des listes. Elle aimait la structure parce que la structure lui donnait l'impression d'être en contrôle. J'ai commencé à ouvrir des fichiers avec une attention différente, non pas comme un fiancé essayant de finaliser les détails, mais comme quelqu'un cherchant les coutures. La première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point une grande partie était à mon nom. Le contrat de la salle, signé par moi. L'acompte du traiteur, débité sur ma carte. L'accord du photographe, ma signature. La facture du fleuriste, mon email en en-tête. Blythe avait toujours présenté cela comme de l'efficacité. Tu es meilleur avec l'administratif, avait-elle dit. C'est plus propre si une seule personne signe. Gardons les choses simples. Je l'avais cru parce que je voulais croire que la femme que j'aimais construisait une vie avec moi, pas une sortie qui me laissait avec la paperasse. Je me suis fait une liste sur un bloc-notes, juste des noms et des chiffres, rien de dramatique, et j'ai commencé à appeler. Paloma Strode a répondu à la deuxième sonnerie. Elle était la coordinatrice de la salle de bal de l'hôtel près du Magnifique Smile où notre réception devait avoir lieu. Paloma avait la voix stable de quelqu'un qui avait géré 1000 mariages et 1000 crises. Le genre de calme qui vous donnait l'impression que vous pouviez lui confier un bâtiment en feu et qu'elle demanderait si vous vouliez des machines à fumer avec. Reed, dit-elle, chaleureuse mais professionnelle. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai senti ma gorge se nouer. Dire les mots à voix haute rendait la chose réelle d'une manière que la scène du restaurant n'avait pas fait. Le mariage n'aura pas lieu, ai-je dit. J'appelle au sujet de l'acompte. Il y a eu un temps de silence, pas gênant, juste respectueux. Je suis désolé, a-t-elle dit, et j'ai entendu dans son ton qu'elle le pensait. Laissez-moi consulter votre dossier. J'ai attendu, fixant la ligne d'horizon par la fenêtre de mon bureau comme si elle pouvait me donner des instructions. Paloma est revenue. L'acompte n'est pas remboursable, a-t-elle dit doucement, comme elle l'avait dit à 100 personnes. Mais selon notre politique,
nous pouvons le convertir en un crédit pour un autre événement dans les 12 mois. Une personne normale aurait pu entendre cela et se sentir vaincue. J'ai ressenti autre chose, une ouverture. Quelle serait la disponibilité dans 3 semaines, ai-je demandé. Et même moi, j'ai été surpris de la rapidité avec laquelle la question est venue. Paloma a fait une pause. Puis sa voix a changé de registre, celui qu'elle utilisait lorsqu'elle sentait un plan se former. 3 semaines, a-t-elle répété. C'est bientôt. Je sais, ai-je dit, mais je pense à le réaffecter. Même salle, raison différente. Une autre pause, puis une petite expiration qui sonnait comme une approbation. Si vous voulez ce samedi, je peux vous le réserver pendant 48 heures pendant que nous mettons à jour l'accord. Dites-moi ce que vous envisagez. Je n'ai pas dit « vengeance ». Je n'ai pas dit « exposition ». Je n'ai rien dit qui me ferait paraître instable. J'ai gardé les choses simples et vraies. Une célébration, ai-je dit. Un nouveau départ. D'accord, a répondu Paloma, comme si elle comprenait plus que ce que j'avais dit. Envoyez-moi un email. On s'arrangera. Quand j'ai raccroché, je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai laissé l'idée s'installer. Blit avait voulu une fin publique où elle contrôlait le récit. Si je disparaissais dans la honte, elle écrirait l'histoire. Si je suppliais, elle écrirait l'histoire. Si je me déchaînais, elle écrirait l'histoire. Mais si je me levais calmement, publiquement, et que je présentais cela comme moi qui avançais au lieu d'être jeté, son emprise sur le récit se relâcherait. Non pas parce que j'essayais de l'humilier, mais parce que je refusais d'être casté comme le personnage brisé dans son scénario. J'ai appelé le traiteur ensuite, puis le photographe, puis le fleuriste. Chaque conversation a révélé une autre couche que je n'avais pas voulu voir. Greer Lennox, notre photographe, a décroché alors qu'elle était entre 2 tournages. Sa voix était vive mais gentille. Quand j'ai expliqué, elle n'a pas halté ni demandé de ragot. Elle a juste dit « Je suis désolé, Reed. » Vraiment. Puis elle a ajouté « Je peux vous rembourser la moitié de la compte. » Ce n'est pas la norme, mais je le peux. J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu. Vous n'avez pas à faire ça. Je sais, a-t-elle dit. Mais je veux le faire. Et si vous me permettez de dire cela, je me suis demandé pourquoi vous aviez l'air si tendu à chaque fois que vous veniez à une réunion de planification. Les mariages sont stressants, bien sûr, mais vous aviez toujours l'air de vous préparer à un impact. Comme si vous essayiez de garder l'air calme. Les mots ont atterri avec une douleur sourde. Ce n'était pas seulement mes amis qui avaient remarqué que je me ratatinais. Des étrangers l'avaient remarqué aussi. Des gens qui n'étaient censés voir que la surface heureuse. Merci, ai-je réussi à dire. J'apprécie. Puis j'ai appelé Dante Sora dans sa boutique de fleurs à Printer Row. Dante a répondu avec le bruit de ciseaux qui coupaient en arrière-plan et de la musique douce, quelque chose de jazzy et de old school. Il avait été notre fleuriste pendant des mois, nous guidant à travers les options, la durabilité, les palettes saisonnières. Blit l'avait adoré parce qu'il était talentueux. Elle l'avait aussi traité comme un distributeur automatique. Appuyez sur le bon bouton, obtenez l'arrangement exact qu'elle voulait. Reed, a dit Dante, et sa voix s'est immédiatement adoucie. J'ai entendu dire quelque chose par oui dire. Est-ce que ça va? Ça va, ai-je dit. Et le fait que je le pensais à ce moment-là m'a surpris. J'appelle au sujet du contrat. Il n'a pas demandé de détails. Il n'a pas fouiné. Il a juste soupiré. Je peux annuler de mon côté, a-t-il dit. Et écoutez, je vais dire ça avec précaution parce que ce n'est pas ma place, mais vous avez porté tout ce processus sur votre dos. J'ai regardé le mur de briques devant la fenêtre de mon bureau. Que voulez-vous dire? Je veux dire, chaque fois que vous veniez, a dit Dante, vous vous excusiez. Vous ne choisissiez pas des fleurs. Vous négociez la paix. Vous avez changé les couleurs parce qu'elle le voulait. Vous avez changé les quantités parce qu'elle le voulait. Vous avez changé tout le style parce qu'elle le voulait. Et vous aviez l'air plus petit, Reed. Comme si vous essayiez de ne pas prendre de place. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis souvenu de ces réunions. Comment j'avais souri et hoché la tête pendant que Blit rejetait mes suggestions. Comment j'avais essayé d'adoucir son ton avec Dante. Comment j'étais sorti en ayant l'impression que le mariage n'était pas à propos de nous, mais de son image de nous. Je ne savais pas que ça se voyait, ai-je dit doucement.
La voix de Dante était douce mais ferme. Ça se voyait, a-t-il dit, pour quiconque n'avait pas peur de le voir. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assis avec mon téléphone à la main et j'ai laissé le schéma se mettre en place. Blythe ne voulait pas seulement le contrôle sur le mariage. Elle voulait le contrôle sur moi, sur mon apparence, sur mes réactions, sur la façon dont j'étais perçu. La scène du restaurant n'était pas une cruauté isolée. C'était l'expression la plus pure de quelque chose qui se passait depuis le début. J'ai envoyé un email à Paloma cet après-midi-là. Je lui ai demandé de réserver la salle de bal pour le 3e samedi à partir de maintenant. 3 semaines me semblait la bonne distance, assez proche pour que l'histoire soit encore vivante, assez loin pour que je puisse planifier quelque chose d'intentionnel. Je pouvais déjà le voir, des guirlandes lumineuses au lieu de projecteurs blancs crus, une musique qui ressemblait à ma vie au lieu de la sienne, des couleurs qui n'étaient pas choisies pour impressionner son monde des relations publiques. Je n'essayais pas de créer un spectacle. J'essayais de récupérer mon propre récit avant qu'elle ne me mette dans une boîte LED. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai ouvert le fichier de la liste des invités, la feuille de calcul principale que Blythe avait insisté pour maintenir. Des onglets pour la famille, les amis, les collègues, les accompagnants, les besoins alimentaires. J'ai parcouru les noms et j'ai ressenti une étrange séparation, comme si je regardais une carte d'une vie qui n'avait jamais été vraiment la mienne. J'ai commencé un nouveau document pour la fête, ma fête, et j'ai écrit les noms des personnes qui me connaissaient vraiment. Les personnes que j'avais arrêté de voir parce que Blythe n'aimait pas leur énergie. Les collègues qui m'avaient vu gravir les échelons dans cette industrie. Mes parents, ma cousine, qui disaient toujours la vérité, même quand ça piquait. Et puis, délibérément, j'ai ajouté quelques noms du réseau de Blythe. Pas tous. Juste assez pour que les personnes qui avaient été préparées à me voir comme instable puissent me voir debout sur mes 2 pieds. Je ne voulais pas utiliser une foule comme une arme. Je voulais que la vérité fasse ce que la vérité fait lorsqu'elle est placée dans la même pièce qu'un mensonge, exposer les lacunes. Il était tard quand je suis retourné sur le lecteur partagé. Je ne chassais même plus. Je vérifiais les fuites, tout ce qui ressemblait à un récit préparé. J'ai cliqué sur des dossiers au nom neutre, fournisseurs, salle, budget, calendrier. Puis j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Un titre de fichier qui semblait trop générique pour y appartenir. Notification prioritaire. Je l'ai ouvert. Une liste de noms a rempli l'écran. Des dizaines. Les amis de Blythe. Les collègues de Blythe. Des gens que je connaissais à peine mais qui figuraient sur la liste des invités du mariage parce qu'ils comptaient pour son monde de marque. À côté de chaque nom, il y avait une note, mise à jour du mariage, envoyée immédiatement. Mon estomac s'est retourné. J'ai fait défiler la page et j'ai trouvé un brouillon de messages sous la liste, écrit de la voix polie de Blythe. Ce n'était pas du chagrin. Ce n'était pas de l'honnêteté. C'était une déclaration soigneusement équilibrée qui la peignait comme réfléchie et décisive, et me peignait comme le problème, sans jamais dire directement quoi que ce soit de cruel. Valeurs divergentes, objectifs différents, une décision difficile, une demande de respect de la vie privée. J'ai cliqué sur l'historique du document et j'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux. Le fichier n'avait pas été créé après le restaurant. Il n'avait pas été créé dans le chaos d'une rupture. Il avait été créé bien avant ce samedi. Édité, révisé, peaufiné, préparé. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, la pièce soudainement trop silencieuse à nouveau. Le restaurant avait été le moment qu'elle voulait que tout le monde voie. Mais ce fichier était le moment qu'elle voulait que tout le monde croie. Et maintenant, j'avais la preuve que l'histoire avait été rédigée avant même que la scène ne soit jouée. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent et tout ce à quoi je pouvais penser était une phrase claire, le déjeuner du samedi n'était pas la fin. C'était le premier coup. Je n'ai pas beaucoup dormi après ça. J'ai essayé, j'ai pris une douche, je me suis changé, je me suis allongé dans le lit, les lumières éteintes, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le menton de Blythe se lever, j'entendais le murmure de la vidéo, je sentais le poids de 30 étrangers fixant ma table comme s'ils regardaient un spectacle. Vers 2 heures du matin, j'ai abandonné, je suis retourné dans mon salon et j'ai ouvert mon ordinateur portable avec le genre de concentration que je réservais habituellement à la nuit précédant un événement majeur. Je suis retourné dans « Notification prioritaire » et je l'ai traité comme une preuve. J'ai cliqué sur l'historique des versions, minute par minute, observant les modifications de Blythe comme on observe quelqu'un répéter un mensonge. Elle n'a pas écrit un seul message,
Elle a écrit des variations, des tons différents, des cadrages différents, des angles émotionnels différents. Une version s'appuyait sur le langage des valeurs et de l'ambition, comme si je la retenais. Une autre s'appuyait sur l'instabilité émotionnelle, subtile mais présente, comme si j'étais imprévisible. Une autre utilisait le genre de phrasé adjacent à la sécurité qui fait que les gens se rangent instantanément du côté de l'orateur, inquiétude, limite, besoin de témoins, faire ce qui est le mieux. La prise de conscience a été aiguë et froide. Elle ne décidait pas de ce qu'elle allait dire. Elle testait ce qui allait fonctionner. Je me suis créé ma propre feuille de calcul. Rien d'extraordinaire, juste des horodatages et des notes. 2 semaines avant le samedi, 1 semaine, la veille, le matin même, l'heure même, après. J'ai commencé à croiser les références avec d'autres fichiers du lecteur partagé auxquels je n'avais jamais prêté attention parce que je supposais qu'il s'agissait simplement de restes de planification, un document de notes intitulé « Déjeuner », une entrée de calendrier avec un lieu joint, une liste de points de discussion que Blit avait écrit pour les appels aux fournisseurs. Mon curseur a survolé une note que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouverte et j'ai de nouveau senti mon estomac tomber. Ce n'était pas seulement une réservation de restaurant. C'était un plan. Qui arrive en premier? Où nous nous asseyons? Qui s'assoit à côté? Un rappel de « Gardez la table près de la fenêtre ». Une ligne qui se lisait comme une instruction, pas une suggestion, Maddox enregistre. J'ai fait défiler la page et j'ai de nouveau vu son nom, non pas parmi les invités, mais parmi les tâches, comme s'il faisait partie de l'équipe. Je me suis rassis, les paumes à plat sur mes cuisses, et j'ai fixé le plafond pendant un long moment. Dans mon monde, on engage une équipe pour une raison. On n'assigne pas quelqu'un à enregistrer à moins de capturer quelque chose que l'on a l'intention d'utiliser. Blit n'avait pas voulu une rupture privée. Elle avait voulu un artefact. Mon téléphone a vibré à 2h47. Blit, encore. Un message qui oscillait entre l'accusation et la fausse inquiétude. Tu es dramatique. Nous pouvons gérer cela comme des adultes. Ne te ridiculise pas, je n'ai pas répondu. J'ai regardé l'écran s'assombrir et j'ai senti une étrange stabilité revenir. Elle pouvait écrire ce qu'elle voulait dans les SMS. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle avait déjà écrit dans ses propres documents. Le lendemain, à River North, je me suis déplacé dans le bureau comme un homme transportant un verre d'eau rempli à ras-bord. Pas de virage brusque, pas de déversement, pas de fissure. J'ai gardé la voix mesurée lors des appels. J'ai souri quand quelqu'un a fait une blague. J'ai donné des mises à jour avec la même cadence calme que j'utilisais toujours. Je sentais des yeux sur moi d'une manière que je n'avais pas sentie auparavant. Peut-être imaginaire, peut-être pas. Mais j'ai refusé de donner à quiconque un moment qu'il pourrait mal interpréter. L'histoire de Blit avait besoin que j'aie l'air instable. Je n'allais pas fournir le visuel. Au déjeuner, je suis sorti, la ville bruyante autour de moi, et j'ai appelé Juno. Elle a répondu à la première sonnerie. Tu as trouvé quelque chose, a-t-elle dit immédiatement, comme si elle pouvait l'entendre dans ma respiration. Oui. Je lui ai dit, et j'ai décrit le fichier, la liste, les brouillons, les dates. Je l'ai entendu se taire. Le genre de silence qui signifiait qu'elle était assez en colère pour être prudente avec ses mots. Ce n'est pas de l'écriture de panique, a finalement dit Juno. C'est de la stratégie. Elle a écrit la fin avant de filmer la scène. J'ai trouvé des notes, ai-je ajouté, sur le déjeuner. Qui s'assoit où? L'enregistrement de Maddox. Juno a laissé échapper un rire sec, sans humour. Bien sûr. Elle devait s'assurer que les images soutenaient l'histoire. Et il y a plus, ai-je dit, parce que ma gorge avait commencé à se sentir à nouveau serrée, et je devais le dire à voix haute avant que mon esprit n'essaie de l'adoucir. J'ai trouvé la preuve qu'elle avait déjà décidé comment je réagirais. J'ai parlé à Juno d'un extrait de conversation que j'avais découvert, enterré dans un fil archivé. Blit, disant à quelqu'un nonchalamment, avec confiance, que j'allais exploser, que tout le monde verrait enfin, ce qu'elle disait, qu'elle avait juste besoin de témoins. La voix de Juno s'est abaissée. Donc, elle t'a écrit un rôle, a-t-elle dit. Le fiancé instable, le gars dont elle devait s'échapper. Oui, ai-je dit. Et je n'ai pas lu mes répliques. Un instant, tout ce que j'entendais, c'était la circulation et ma propre respiration. Puis Juno a dit, il ne s'agit plus d'une rupture, Reed. Il s'agit de ton nom, de ton travail, de tes relations.
Elle essaie de brûler le pont derrière elle et de te mettre le feu pendant qu'elle s'éloigne. J'ai levé les yeux vers les immeubles de verre qui m'entouraient, le ciel réfléchi, les gens qui passaient en courant avec des sacs à lunch et des écouteurs. Que dois-je faire, ai-je demandé, et j'ai détesté que la question m'échappe, parce que j'avais passé des années à demander à Blythe quoi faire. Je ne demandais pas la permission maintenant. Je demandais une perspective. Tu continues à faire ce que tu fais, a dit Juno. Reste calme, organise-toi et fais en sorte que ton prochain coup soit propre. Cette nuit-là, de retour à Wicker Park, je suis allé plus loin. J'ai vérifié nos entrées de calendrier partagé. J'ai vérifié les anciens fils de discussion par email. J'ai extrait les relevés téléphoniques de notre forfait familial de la même manière que l'on extrait les journaux pour un audit budgétaire et j'ai parcouru la liste des numéros. Un numéro n'arrêtait pas d'apparaître, à partir du début de l'été. Des appels courts au début, dispersés, puis plus longs, puis fréquents. Un rythme, une relation qui grandissait dans les marges de ma vie. Pendant que je planifiais les centres de table et les plans de table. J'ai copié le numéro dans mes notes, puis j'ai cherché dans le lecteur partagé tout ce qui correspondait. Je ne l'ai pas trouvé au début. Puis j'ai trouvé un nom dans un dossier qui n'avait rien à voir avec les mariages. Soren Ashford. C'était dans un fil de discussion que Blythe n'avait pas supprimé. Peut-être parce qu'elle ne pensait pas que je regarderais. Peut-être parce qu'elle supposait que je serais trop dévasté pour fonctionner. Le message n'était pas long. Il n'en avait pas besoin. C'était le genre de phrase que l'on envoie lorsque l'on passe d'une vie à l'autre sans s'arrêter pour sentir les décombres. Demain, j'en finis. J'ai hâte d'être libre. Ensuite, nous pourrons commencer notre nouveau chapitre. Mes mains sont devenues froides. Non pas par jalousie. La jalousie aurait impliqué que je concourais. Ce que j'ai ressenti, c'est une clarté qui s'est aiguisée en quelque chose de presque douloureux. La rupture publique n'était pas seulement une fin. C'était un passage de relais, une transition avec des témoins et des images et une déclaration préécrite pour que Blythe puisse entrer dans sa prochaine histoire sans aucune tache sur sa réputation. Je suis resté assis là pendant un long moment, l'ordinateur portable ronronnant, le bruit de la ville filtrant par mes fenêtres. Dans ma tête, j'ai rembobiné le samedi à nouveau, mais maintenant chaque détail atterrissait différemment. La façon dont Blythe n'a pas tremblé. La façon dont ses amis ont ri avant même que je ne parle. La façon dont Maddox tenait son téléphone comme s'il avait répété l'angle. La façon dont Blythe a inspiré au bon moment. Mon téléphone a de nouveau vibré. Blythe, bien sûr. Un autre message essayant de m'entraîner dans une dispute. Si tu continues à te comporter comme ça, les gens vont penser que tu ne vas pas bien. N'aggrave pas les choses. Je l'ai supprimé et j'ai ouvert mes notes. J'ai ajouté une nouvelle colonne à ma chronologie. J'ai écrit le nom de Soren à côté du schéma d'enregistrement téléphonique du début de l'été. J'ai écrit « Déjeuner du samedi » à côté de l'instruction d'enregistrement. J'ai écrit « Notification prioritaire » à côté de la déclaration rédigée. Ce n'était plus le chaos. C'était une séquence planifiée. Avant minuit, Juno m'a envoyé une seule ligne. J'ai entendu dire qu'il parlait de toi dans un bar sur un toit près de la rivière. Même histoire. Que tu es instable. Qu'elle avait besoin de témoins. Sois prudent. J'ai regardé son SMS et j'ai senti ma mâchoire se crisper. Blythe ne partait pas seulement. Elle apprenait aux gens à me voir après son départ. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis tenu au milieu de mon salon, pieds nus sur le parquet, l'air plus frais qu'il n'aurait dû l'être. Pour la première fois depuis le restaurant, mon calme a vacillé, non pas en panique, mais en urgence. Si je restais immobile, Blythe continuerait à polir le récit jusqu'à ce qu'il ressemble à un fait. La prochaine vague ne concernerait pas les fiançailles rompues. Il s'agirait de m'effacer socialement pendant qu'elle s'éloignait sans tâche. Je suis retourné à l'ordinateur portable, j'ai commencé à sauvegarder des copies de tout et je me suis fait une promesse avec laquelle je pouvais vivre. Je n'allais pas supplier pour de la sympathie, et je n'allais pas jeter de la boue. J'allais bouger le premier, bouger proprement, et rendre impossible que son histoire ne soit pas contestée. Mercredi, l'histoire avait pris de l'ampleur. Pas du genre qui reste confiné dans un cercle d'amis. Pas du genre que l'on peut ignorer et attendre que ça passe. Elle se déplaçait comme la fumée dans un bâtiment, silencieuse au début, puis soudainement partout, s'accrochant aux vêtements, s'installant dans les coins, faisant tousser les gens sans savoir pourquoi. Je l'ai senti avant que quiconque ne le dise.
À River North, on peut lire une pièce de la même manière qu'on lit une foule lors d'un événement en direct. Le plus petit changement vous dit qui a été briefé et qui est encore innocent. Un collègue qui plaisantait habituellement avec moi près de la machine à café gardait les yeux sur le jet d'expresso au lieu de mon visage. Une chef de projet qui partageait normalement trop d'informations sur son week-end a gardé sa phrase courte et nette. Quelqu'un avec qui j'avais collaboré pendant 2 ans a dit « Salut », comme si c'était un test, et a attendu un demi-temps de trop pour ma réponse. J'ai répondu de la même manière à chaque fois. Stable, professionnel, imperturbable. Je n'ai donné à personne une pointe d'émotion à épingler à leur théorie. À 10h30, j'étais dans une salle de conférence vitrée lors d'un appel client, hochant la tête devant une présentation pendant que mon téléphone vibrait 2 fois dans ma poche. Je n'ai pas regardé. J'ai attendu la fin de l'appel, j'ai remercié tout le monde et je suis retourné à mon bureau comme si de rien n'était. C'est seulement alors que j'ai verrouillé la porte et vérifié l'écran. Juno, ça se propage. Ils utilisent les mêmes mots. Imprévisible, problème de colère, elle avait peur de le faire seule. Ils le disent comme un script. Mon estomac s'est noué. Non pas parce que j'étais surpris, mais parce que cela signifiait que Blit avait exécuté la phase suivante exactement comme son document le suggérait. Elle ne me quittait pas seulement. Elle laissait derrière elle une version de moi qui la faisait paraître juste. Un deuxième message de Juno a suivi. J'ai aussi entendu parler d'un clip qui circule. Pas tout, une version coupée. J'ai regardé les mots, version coupée, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer derrière mes côtes. C'est pourquoi j'avais regardé Maddox dans les yeux et lui avais dit de garder la partie où elle le disait, parce que je savais que les gens comme lui n'enregistraient pas pour préserver la vérité. Ils enregistraient pour la contrôler. Je n'ai pas reçu le clip directement au début. Il est venu comme ces choses viennent toujours, par quelqu'un qui ne veut pas que son nom soit associé. Un cousin d'un collègue, un ami d'un ami, un message direct d'un compte sans photo de profil qui disait « Je pensais que tu devrais voir ce qui est partagé ». Je l'ai regardé une fois sans son, puis à nouveau avec son, et à la 3e fois, j'ai pu voir les coutures. Ça commençait sur la phrase de Blit « Le mariage est annulé. Je ne t'aime plus ». Mais ça coupait juste après, juste avant que mon sourire ne puisse être interprété comme calme au lieu de suffisant. Puis ça sautait à une fraction de ma voix, mon « merci d'être honnête », mais le couper pour que ça sonne comme du sarcasme au lieu de la clarté. Ça ne montrait pas que je payais ma part. Ça ne montrait pas ma main stable. Ça ne me montrait pas partir sans faire de scène. Ça ne montrait pas la partie où j'ai surpris l'enregistrement de Maddox et lui ai dit de garder la vérité intacte. Ça omettait tout ce qui ne servait pas l'histoire qu'il voulait. Le pire n'était pas que les gens pouvaient être dupés. Le pire, c'était de réaliser à quel point un moment coupé devient facilement un verdict. Les gens ne veulent pas de nuances quand un méchant simple est disponible. Un gars qui a l'air suffisant après s'être fait larguer en public correspond à la forme de ce que Blit vendait. Instable, arrogant, dangereux lorsqu'il est humilié. Un gars qui reste calme et demande la vérité non éditée ne correspond à aucun récit commode, alors ils l'ont enlevé. Je n'ai pas transféré le clip. Je n'ai envoyé de SMS de rage à personne. Je n'ai pas appelé Blit pour exiger qu'elle arrête. Cela l'aurait nourri. Je me suis forcé à faire ce que je fais pour le travail. Quand quelque chose ne va pas le jour de l'événement, je resserre le plan. Je réduis les variables. Je contrôle ce que je peux contrôler. Mon visage, ma voix, mon empreinte et ma trace écrite. Cet après-midi-là, j'ai quitté le bureau plus tôt sous prétexte d'un rendez-vous avec un fournisseur et j'ai conduit jusqu'à Lincoln Park pour rencontrer Juno. Le café était calme dans cette accalmie de milieu de semaine, la lumière du soleil se déversant sur les tables, le genre de calme que l'on paie en plus à Chicago. Juno était déjà là, les cheveux tirés en arrière, la mâchoire serrée, le téléphone face contre la table comme si elle ne lui faisait pas confiance pour ne pas la trahir. Elle n'a pas perdu de temps. Ils disent que tu es volatile, a-t-elle dit dès que je me suis assis. Qu'elle a dû le faire en public parce qu'elle avait peur de ce que tu ferais en privé. J'ai laissé cela s'installer un moment, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je voulais que ma réponse soit propre. C'est l'angle, ai-je dit. Langage de sécurité, témoin, inquiétude. Les yeux de Juno se sont plissés. Elle transforme aussi ton silence en preuve. Elle dit aux gens que tu es en train de sombrer. Je ne réponds pas, ai-je dit. Ni à elle. Ni au flot de rumeurs. Juno s'est penchée. Bien.
Ton seul travail en ce moment est de rester ennuyeux. Stable. Tu ne te bats pas avec une personne, Reed. Tu te bats avec un récit. J'ai hoché la tête parce qu'elle avait raison. Si Blythe voulait me peindre comme instable, elle n'avait pas besoin d'un crime. Elle avait besoin d'un clip, d'une poignée de mots et d'une réaction. Les gens feraient le reste pour elle si vous leur en donniez assez. Que faisons-nous? Ai-je demandé, et je voulais dire, nous. Juno avait été mon encre pendant des années, la seule amie qui n'avait jamais cru à la version polie de la réalité de Blythe. Nous construisons un dossier propre, a-t-elle dit, comme si elle attendait que je le dise. Pas de drame, pas de diatribe. Des faits, des dates, des captures d'écran, des journaux, des contrats. Tout est classé comme un dossier. Ainsi, si quelqu'un essaie de te coincer, tu ne discutes pas. Tu montres. J'ai expiré lentement. Je suis déjà en train de le rassembler. Bien, a-t-elle dit. Et tu gardes ton comportement public cohérent. Pas de publications vagues, pas de légendes cryptiques, pas de sous-entendus, rien qui puisse être interprété comme déséquilibré. J'ai failli rire de l'absurdité de ma vie, à gérer mes optiques émotionnelles comme un lancement de marque. Mais c'était le but. Blythe était des relations publiques. C'était sa langue maternelle. Si j'essayais de la combattre avec des sentiments, je perdrais sur son terrain. Mon téléphone a vibré pendant que nous parlions. Un appel de Paloma Strode. J'ai regardé Juno, puis j'ai répondu. Salut, Paloma. Sa voix était prudente, de la manière dont elle l'est lorsque quelqu'un apporte de mauvaises nouvelles, mais veut le faire poliment. Reed, je voulais te prévenir, a-t-elle dit. Nous avons reçu un appel ce matin. Quelqu'un a exprimé des inquiétudes au sujet de ton événement. Mon estomac s'est noué, mais ma voix est restée égale. Des inquiétudes à propos de quoi? Ils ont laissé entendre que cela pourrait devenir perturbateur, a dit Paloma en choisissant chaque mot. Que ce pourrait être un déballage public de griefs. Ils ont suggéré que nous reconsidérions l'organisation. Les yeux de Juno ont brillé de colère de l'autre côté de la table. J'ai gardé mon ton calme. Se sont-ils identifiés? Non, a dit Paloma. Ils n'ont pas. Ils ont mentionné votre nom et la date. C'est pourquoi je vous appelle directement. Je vous connais. Je sais comment vous vous êtes comporté lors de nos interactions, mais j'ai aussi une équipe d'opération qui devient nerveuse lorsque le langage du risque apparaît. J'ai laissé passer un temps, puis j'ai dit, merci de me l'avoir dit. J'aimerais que toutes les préoccupations soient soumises par écrit à mon email afin que nous puissions répondre formellement. Je vous enverrai également la description mise à jour de l'événement et notre code de conduite pour l'espace. Ce sera une célébration privée standard, rien de plus. Paloma a expiré, le soulagement se lisant dans sa voix. Cela aiderait, a-t-elle dit. Et Reed, je suis désolé. Je n'aime pas le sentiment que quelqu'un essaie d'influencer une décision de salle par la rumeur. J'apprécie, ai-je dit. J'enverrai un email dans l'heure. Quand j'ai raccroché, la bouche de Juno était serrée. Elle essaie de te couper la scène, a-t-elle dit. Exactement, ai-je répondu. Si l'événement est annulé, elle pourra pointer du doigt et dire, vous voyez, il se déchaîne. Et si tu te démènes pour trouver une salle à la dernière minute, tu auras l'air chaotique, a ajouté Juno en terminant la pensée, ce qui est ce qu'elle veut. J'ai hoché la tête. Donc, nous ne nous démenons pas. Nous documentons. Nous restons formels. Nous avons quitté le café et avons marché quelques pâtés de maison dans cet air vif de Lincoln Park, le lac pas loin, la ville faisant semblant d'être calme. Dans ma tête, je faisais des calculs. Les amis de Blythe avaient coupé le clip. Le réseau de Blythe poussait le langage de la sécurité. Maintenant, quelqu'un appelait la salle pour semer des inquiétudes de perturbation. Le schéma était cohérent. Me pousser à une réaction ou bloquer ma capacité à présenter une alternative stable. Ce soir-là, j'ai appelé Dante. Non pas parce que j'avais encore besoin de fleurs, mais parce que Dante était devenu un témoin inattendu de la forme de ma relation. Il a répondu de sa boutique. La même musique douce, le même bruit de travail en arrière-plan. Reed, a-t-il dit, et je pouvais entendre de l'inquiétude. J'allais te contacter. Il s'est passé quelque chose, ai-je demandé. La voix de Dante s'est abaissée. Quelqu'un est venu aujourd'hui, a-t-il dit, ne demandant pas d'arrangement, mais des questions sur toi. Un frisson m'a parcouru. Qu'ont-ils demandé?
Ils ont demandé si tu avais un tempérament colérique, a dit Dante. Si tu étais difficile pendant la planification. Si tu avais déjà frappé une table. Si tu avais déjà mis Blit mal à l'aise. Ce n'était pas subtil. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai gardé ma voix contrôlée. Ont-ils dit qui ils étaient? Non, a dit Dante. Ils ont agi comme s'ils étaient simplement curieux, comme s'ils se souciaient d'elle. Mais j'ai eu l'impression qu'ils essayaient de recueillir des phrases pour une histoire. J'ai regardé le comptoir de ma cuisine, les jointures blanchissant autour de mon téléphone. Blit ne parlait pas seulement. Elle faisait du shopping pour des témoignages. Essayant de transformer les impressions des fournisseurs en preuves de caractère. Que leur as-tu dit, ai-je demandé, sachant déjà que Dante ne mentirait pas, je leur ai dit la vérité, a dit Dante. Que tu n'étais jamais le problème. Que tu étais patient. Que tu essayais toujours d'arranger les choses. Et que si quelqu'un avait l'air mal à l'aise pendant la planification, c'était toi. Une douleur sourde a frappé ma poitrine, un mélange de gratitude et de chagrin. Merci, ai-je dit. Je ne le fais pas pour les remerciements, a répondu Dante. Je le fais parce que je n'aime pas voir quelqu'un se faire réécrire. Après l'appel, je me suis assis à ma table et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un dossier sur mon bureau intitulé « Dossier propre », puis des sous-dossiers à l'intérieur, chronologie, capture d'écran, documents, journaux d'appel, email des fournisseurs, contrat de la salle, comparaison de clips. J'ai tout sauvegardé. J'ai tout étiqueté avec des dates. J'ai écrit de courtes notes avec du contexte, comme on le ferait si l'on s'attendait à ce que quelqu'un d'autre le lise plus tard. Pas de commentaires émotionnels, juste les faits qui ne pouvaient être contestés sans mentir. J'étais à mi-chemin de l'organisation de l'historique des versions de « notification prioritaire » lorsqu'un nouveau message de Juno est arrivé. Marie qui ne veut parler. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien à propos de l'enregistrement de Maddox. Elle a demandé si elle pouvait te joindre. J'ai regardé le SMS pendant un long moment. Marie, la partenaire de Maddox. Quelqu'un d'assez proche du cercle restreint pour savoir ce qui était prévu, mais assez à part pour se sentir coupable. J'ai tapé en retour, oui. Dis-lui que je la rencontrerai. 1 minute plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Blit, cette fois d'un numéro que je n'avais toujours pas bloqué parce qu'une partie de moi voulait que chaque message soit conservé, que chaque tentative soit enregistrée. Reed, j'ai entendu parler de ce que tu prépares. S'il te plaît, ne transforme pas cela en une campagne de diffamation publique. Je peux aussi raconter ma version. Gérons cela en privé. Les mots étaient prudents, polis, un avertissement enveloppé d'inquiétude. Elle ne suppliait pas, elle se positionnait. Elle voulait que je me sente menacé par l'idée de sa version, comme si la vérité était une pièce que nous avions tous les deux le droit de frapper. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai sauvegardée dans le dossier et j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que ma respiration ralentisse. Blit n'avait pas peur que je parle. Elle avait peur que je reste calme pendant que d'autres personnes assemblaient les pièces par elles-mêmes. Elle avait besoin que je devienne l'homme instable qu'elle avait décrit pour pouvoir se sentir à nouveau en sécurité dans son histoire. Et plus je restais discipliné, plus ses mouvements devenaient désespérés. Nous avons rencontré Marie Keane un jeudi soir dans un endroit calme du Near Northside, où l'éclairage était doux et où personne ne se souciait de qui vous étiez. Juno est venue avec moi, non pas pour parler à ma place, mais parce que 2 témoins calmes sont plus difficiles à déformer qu'un seul. Marie est arrivée avec 10 minutes de retard, les épaules voûtées sous un manteau de laine, les yeux fuyants comme si elle cherchait quelqu'un qu'elle ne voulait pas voir. Elle ne ressemblait en rien à une méchante. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait réalisé trop tard de quoi elle avait fait partie. « Je suis désolée », a-t-elle dit avant même de s'asseoir. Sa voix était fine, tendue. Je ne savais pas à qui d'autre le dire. J'ai gardé une posture ouverte, les mains visibles sur la table. Le calme était maintenant mon armure. Ce n'est pas grave, ai-je dit. Commencez où vous devez commencer. Marie a dégluti. Ils en ont parlé avant, a-t-elle dit, et les mots sont sortis rapidement, comme si elle les retenait. Le déjeuner, le plan. Ce n'était pas spontané. Ma mâchoire s'est crispée, mais ma voix est restée égale. Qui sont-ils? Blit. Maddox. Rowan. Tat, a dit Marie. Tout le groupe. Ils s'envoyaient des SMS à ce sujet des jours avant.
Maddox était excité, comme si c'était du contenu. Les yeux de Juno se sont plissés, mais elle n'a pas interrompu. Marie a baissé les yeux sur ses mains. Maddox m'a dit que c'était une intervention, a-t-elle dit. Il a dit que Blythe avait besoin de soutien parce qu'elle avait peur de la façon dont vous réagiriez si elle rompait seule. Il a fait passer ça pour de la sécurité, comme si elle faisait la chose courageuse. J'ai laissé cela s'installer. Le même langage que Juno m'avait prévenu. Le même cadrage que j'avais vu dans les brouillons de Blythe. Et le tournage, ai-je demandé. Le visage de Marie a rougi. Il n'a pas appelé ça à tourner, a-t-elle dit. Il a appelé ça à avoir des preuves. Il a dit que vous alliez exploser et qu'alors personne ne pourrait dire qu'elle exagérait à votre sujet. Il a dit que les gens devaient le voir. Sa voix s'est brisée. Je ne pensais pas que ce serait si cruel. Je ne pensais pas qu'il voulait que vous soyez humiliés. Je pensais qu'il voulait qu'elle soit en sécurité. Je me suis penché légèrement en avant. Est-ce que Blythe a dit que j'allais exploser? Ai-je demandé. Et je connaissais déjà la réponse, mais j'avais besoin que ce soit dit à voix haute par quelqu'un de l'intérieur. Marie a hoché la tête. Oui, a-t-elle chuchoté. Elle a dit que vous alliez faire un spectacle. Elle a dit que vous alliez crier. Elle a dit que vous alliez montrer vos vraies couleurs et qu'alors tout le monde comprendrait enfin pourquoi elle devait rompre. Elle n'arrêtait pas de dire « il va me donner raison ». Marie a levé les yeux brillants. Mais ensuite, vous ne l'avez pas fait. Et Maddox était furieux. Pas contre elle, contre vous. Comme si vous aviez ruiné son moment. Juno a laissé échapper un lent souffle par le nez, la colère contenue, mais vive. J'ai senti une étrange stabilité s'installer plus profondément en moi. Marie venait de confirmer ce que les documents de Blythe suggéraient, la conclusion existait avant l'événement. L'événement n'était là que pour la soutenir. Pourquoi me le dites-vous maintenant, ai-je demandé doucement. Les épaules de Marie se sont affaissées. Parce que je ne peux pas dormir, a-t-elle dit. Parce que je n'arrête pas de les entendre parler de vous comme si vous étiez une menace, et ça ne correspond pas à ce que j'ai vu. Vous n'avez même pas élevé la voix. Vous avez payé, vous êtes parti. Vous étiez contrôlé. Elle a dégluti à nouveau. Et parce que Maddox continue d'envoyer le clip comme si c'était drôle, comme si vous étiez une blague. J'ai hoché la tête une fois. Merci, ai-je dit. Je ne vous demande pas de les combattre. Je vous demande juste d'être honnête si quelqu'un vous demande ce que vous savez. Marie a hoché la tête rapidement, reconnaissante pour une demande qui n'exigeait pas de drame. Je le ferai, a-t-elle dit. Je lui ai déjà dit que je n'étais pas d'accord. Il a dit que j'étais sensible. Je l'ai regardé un instant. Si vous êtes d'accord, ai-je dit, envoyez-moi un court résumé de ce que vous venez de me dire. Dans vos propres mots. Datez-le. C'est tout. Marie a hésité, puis a hoché la tête. D'accord, a-t-elle dit. Je peux le faire. Quand nous sommes partis, l'air extérieur était assez froid pour piquer. Juno a marché à côté de moi en silence pendant un pâté de maison avant de parler. C'est votre témoin, a-t-elle dit. Pas pour les brûler. Pour vous ancrer à la réalité quand ils essaieront de la réécrire. J'ai hoché la tête. Et cela signifie qu'elle panique, ai-je dit, parce qu'elle avait besoin que tout le monde soit aligné. Le lendemain matin l'a prouvé. À 10 heures, mon calendrier a sonné pour une réunion que je n'avais pas prévue, un point avec les RH et mon directeur de département. L'objet de l'invitation était neutre, presque amical, un peu trop amical. Les mots de Juno ont résonné dans ma tête. Vous vous battez contre un récit. Les récits ne restent pas dans les SMS. Ils vont là où votre vie est vulnérable. Je suis entré dans la salle de conférence, la colonne vertébrale droite et le visage calme. La représentante des RH, une femme nommée Lynn, a souri comme si elle essayait d'adoucir quelque chose de désagréable. Mon directeur, Marcus, avait l'air fatigué, inquiet, pas encore accusateur, mais prudent, comme s'il avait reçu des informations qu'il ne voulait pas. Reed, a commencé Marcus. Nous voulions faire le point. Nous avons entendu dire que vous aviez eu une situation personnelle cette semaine. J'ai gardé la voix égale. Oui, ai-je dit. Mes fiançailles ont pris fin. Lynn a hoché la tête. Nous sommes désolés, a-t-elle dit. Et puis elle a fait ce que les RH font toujours, elle est passée de la sympathie au risque. Quelques messages ont circulé,
a-t-elle poursuivi. Et nous voulons juste nous assurer que vous avez du soutien et que rien n'affecte votre travail ou vos interactions avec les clients. J'ai senti le piège, net et précis. Si je me mettais sur la défensive, j'aurais l'air instable. Si je devenais émotif, j'aurais l'air instable. Si je commençais à trop expliquer, j'aurais l'air instable. Alors, j'ai fait ce que Juno et moi avions convenu. Des faits, des limites, du calme. Je comprends l'inquiétude, ai-je dit. Les fiançailles ont pris fin publiquement. C'est tout ce qui est pertinent pour le travail. Ma performance est stable. Mes délais sont respectés et il n'y a eu aucun incident. Si vous avez une plainte spécifique sur le lieu de travail, je suis heureux d'y répondre directement. Marcus a soutenu mon regard une seconde, puis a hoché la tête, le soulagement scintillant dans son expression comme s'il avait espéré que je répondrais exactement comme ça. Nous n'avons pas de plainte, a-t-il dit. Nous voulions juste être proactifs, a ajouté Lynn. Si quelque chose dégénère, s'il y a un contact au bureau ou un harcèlement, veuillez nous le dire immédiatement. Je le ferai, ai-je dit, et je le pensais. Puis je me suis levé, je les ai remerciés pour le point et j'ai quitté la pièce sans me presser. De retour à mon bureau, mes mains étaient stables, mais mon estomac se tordait. L'histoire de Blit avait atteint mon lieu de travail. Cela signifiait qu'elle ne parlait pas seulement à des amis. Elle poussait le récit dans des canaux professionnels où il pouvait me blesser d'une manière qu'une rupture ne devrait jamais. Mon téléphone a sonné avant le déjeuner. Paloma, encore. Reed, a-t-elle dit, et sa voix portait plus de tension cette fois. Nous avons reçu un email. Quel genre de mail, ai-je demandé, me préparant déjà. Il est formel, a dit Paloma. Il prétend que l'événement que vous organisez est destiné à dénigrer publiquement une autre personne. Il suggère que cela pourrait inciter au harcèlement. Il nous demande d'examiner si l'organisation est conforme à nos politiques. J'ai fermé les yeux une demi-seconde, puis je les ai rouverts. Pouvez-vous me le transférer? Ai-je demandé. Et pouvons-nous garder toutes les communications à ce sujet par écrit à partir de maintenant? Oui, a dit Paloma rapidement. C'est ce que je veux aussi. Je voulais juste que vous l'entendiez de moi d'abord. J'apprécie, ai-je dit. Et pour mémoire, mon événement est une célébration privée d'un nouveau chapitre. Il n'y aura pas d'annonce publique, pas de démonstration, pas d'attaque. Si quelqu'un me pose des questions, je répondrai honnêtement et calmement, mais je n'organise pas de confrontation publique. Je vous crois, a dit Paloma. Mais vous savez comment vont ces choses. Ils deviennent nerveux à propos de la responsabilité potentielle. Je comprends, ai-je répondu. Envoyez l'email. Je répondrai avec une déclaration écrite et une demande de maintien du contrat selon ces termes. Je fournirai également un bref aperçu de l'événement et mon accord de me conformer à toutes les politiques du lieu. Quand l'appel s'est terminé, je n'ai pas claqué mon téléphone. Je n'ai pas fait les 100 pas. J'ai ouvert mon dossier propre, et j'ai créé un nouveau sous-dossier, pression sur le lieu. J'ai sauvegardé la note d'appel. J'ai rédigé ma réponse à Paloma avec un langage mesuré, du genre qui se lit comme de la stabilité. Puis j'ai fait une pause parce que quelque chose d'autre dans mon instinct avait commencé à me démanger. J'ai de nouveau ouvert le lecteur partagé et j'ai cliqué sur les dossiers que j'avais copiés toute la semaine. Certains fichiers se sont chargés, d'autres non. Un message d'autorisation est apparu sur un document qui était accessible hier. J'ai actualisé. Même message. J'ai cliqué sur un autre fichier. Accès refusé. Un autre, déplacé vers la corbeille. Blit récupérait les accessoires. J'ai regardé l'écran, le cœur battant plus fort maintenant, non pas par peur, mais par urgence. Elle avait laissé les portes ouvertes parce qu'elle supposait que je serais trop dévasté pour regarder. Maintenant, elle réalisait que je regardais, et elle essayait d'effacer les indications de mise en scène avant que quiconque ne puisse les voir. Je n'ai pas hésité. J'ai commencé à exporter tout ce à quoi je pouvais encore accéder. J'ai téléchargé des PDF des historiques de version. J'ai capturé des captures d'écran avec les horodatages visibles. J'ai enregistré des captures d'écran des historiques de documents où les dates de création comptaient. J'ai de nouveau extrait les journaux d'appel et je les ai sauvegardés. J'ai sauvegardé chaque SMS qu'elle m'avait envoyé depuis le restaurant. J'ai sauvegardé le clip vidéo anonyme et ses métadonnées. J'ai fait des doublons à 2 endroits distincts et je les ai étiquetés clairement, comme une archive.
Juno est venue ce soir-là avec de la nourriture à emporter et un regard qui disait qu'elle attendait cette escalade. Je lui ai parlé des RH. Je lui ai parlé de l'email de Paloma. Je lui ai montré les changements d'autorisation. Elle resserre le filet, a dit Juno, parce que tu lui échappes. Elle essaie de m'empêcher de prouver quoi que ce soit, ai-je répondu. Juno a hoché la tête. Ce qui signifie que tu le prouves maintenant. Et tu restes propre pendant que tu le fais. Nous nous sommes assis à la table de ma cuisine et nous avons travaillé comme si nous préparions une présentation pour un client. Chronologie d'un côté, preuves liées à chaque date, courte description, pas d'adjectifs émotionnels. Un enregistrement du clip coupé, le contexte complet de ma réponse, le fichier montrant qu'elle avait préécrit le récit, la note assignant Maddox à enregistrer, le message sur Soren, l'email de pression sur le lieu, l'invitation à la réunion des RH. Chaque pièce s'est empilée jusqu'à ce que le schéma soit impossible à nier sans mentir. Quand nous avons eu fini, il était près de minuit. Mes yeux brûlaient à cause de l'écran. Mes épaules me faisaient mal, mais je me sentais plus stable que je ne l'avais été depuis des jours, parce que maintenant je ne vivais plus seulement dans le brouillard de Blit. J'avais une structure. J'avais une vérité avec une colonne vertébrale. Juno m'a regardé de l'autre côté de la table. Le truc, a-t-elle dit, c'est que tu n'as pas besoin de diffuser ça. Tu n'as pas besoin de le poster. Tu n'as pas besoin de faire de la terre brûlée. Je sais, ai-je dit. Tu as juste besoin d'être prêt, a-t-elle poursuivi. Parce qu'elle va continuer à pousser jusqu'à ce qu'elle obtienne la réaction qu'elle veut. Et si elle ne l'obtient pas, elle va se montrer quelque part pour la forcer. J'ai pensé au restaurant, à la table près de la fenêtre, au murmure, à l'inspiration. Blit n'aimait pas perdre le contrôle d'une scène. La fête, ai-je dit doucement. C'est laquelle essaiera. Juno a hoché la tête une fois. Alors on s'y prépare. Non pas comme si c'était un champ de bataille. Comme si c'était un événement que tu produisais. Liste d'entrée, personnel briefé, limite. Et la partie la plus importante, tu ne joues pas la comédie. Tu ne lui donnes pas la crise de nerfs qu'elle recherche. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai fixé le plafond pendant un long moment. Puis j'ai regardé à nouveau l'ordinateur portable où le dossier propre, était bien rangé et étiqueté, comme un radeau de sauvetage construit pour ma propre discipline. Elle veut que je réagisse, ai-je dit, les mots ayant le goût de l'acier, pour pouvoir dire qu'elle avait raison. La voix de Juno était calme. Alors ne le fais pas, j'ai hoché la tête, lentement et délibérément, de la même manière que j'avais hoché la tête avant de sortir de ce restaurant du West Loop. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Si elle continue d'escalader, elle le fera devant des gens. Et cette fois, ce ne sera pas ma réaction dont ils se souviendront. Je suis arrivé à la salle de bal 2 heures en avance, inspectant l'espace comme n'importe quel autre événement que je produisais. Éclairage chaleureux, entrée dégagée, personnel briefé, enregistrement strict. Rien de dramatique, rien de chaotique. Je voulais que la pièce donne l'impression d'une réinitialisation, calme, intentionnelle, entièrement mienne. La même salle de bal qui abritait autrefois nos plans de mariage portait maintenant mon nom seul sur la feuille d'événement. Cela semblait symbolique d'une manière que je n'attendais pas. Juno gérait la logistique à l'avant. Paloma supervisait l'équipe de l'hôtel. Dante et Grère travaillaient tranquillement près de la table des fournisseurs. Tous ceux qui connaissaient la vérité s'ancraient dans de petites tâches régulières. Les invités sont arrivés avec ce mélange de curiosité et de prudence que l'on peut sentir de l'autre côté de la pièce. Beaucoup sont clairement venus en s'attendant à voir un homme s'effondrer. Au lieu de cela, ils m'ont trouvé en train d'accueillir les gens, de faire des tests de son, d'ajuster l'espacement des tables. Plus ils regardaient, plus les chuchotements se taisaient. Chaque question sur la rupture recevait la même réponse. Calme, brève, factuelle. Elle y a mis fin en public. Ils l'ont filmé. Je leur ai demandé de garder la phrase complète. Si quelqu'un insistait, je montrais une seule capture d'écran, rien de plus. Non pas pour l'exposer, juste pour m'ancrer dans la vérité. Le changement s'est produit rapidement. Un collègue qui avait entendu dire que j'étais imprévisible m'a pris à part et a admis que je ne ressemblais en rien aux rumeurs. Une amie de Blitz sur sa liste de priorités a avoué qu'elle avait reçu un message préécrit me décrivant comme émotionnellement dangereux. Elle a dit qu'elle était venue ce soir pour voir si c'était vrai. Elle a regardé autour de la salle de bal et a simplement dit « ce n'est pas le cas ». Puis Marie est arrivée.
sa voix a tremblé lorsqu'elle a raconté la vérité à un petit groupe. Le déjeuner était coordonné, le tournage planifié, l'histoire prédéterminée. La regarder parler a soulevé un poids de ma poitrine que je ne savais pas que je portais encore. Les gens qui avaient ri à ce restaurant fixaient maintenant le sol, réalisant qu'ils avaient été des accessoires. Vers 9 heures, Paloma s'est approchée avec un avertissement rapide. Quelqu'un essayait d'entrer sous des prétextes de dernière minute, bousculant le personnel, essayant de créer une scène. Mais la liste d'enregistrement a tenu bon. Pas de drame, pas de perturbation. La salle de bal est restée stable. Puis Blit est entré. Pas discrètement, pas soudainement. La foule s'est immobilisée alors qu'elle traversait la pièce avec l'urgence de quelqu'un essayant de récupérer un récit qui lui échappait déjà. Elle a appelé mon nom sèchement, assez fort pour que les têtes se tournent. Elle m'a accusé d'attaquer sa réputation, de voler des fichiers, de raconter des mensonges. Je n'ai pas égalé son volume. Je ne me suis pas approché d'elle. J'ai simplement dit, ce sont des documents partagés. Leurs horodatage parlent d'eux-mêmes. Et j'ai laissé le silence faire le reste. Quand j'ai mentionné la date de création de « notification prioritaire », des jours avant la rupture, son sang-froid s'est fissuré. Sa voix s'est élevée, ses mains ont tremblé. Plus elle essayait de rejeter la faute, plus la salle reculait. C'était la version d'elle que personne n'avait été autorisé à voir. Elle est partie quelques minutes plus tard, stupéfaite de la rapidité avec laquelle le terrain avait changé. Je n'ai pas suivi. Je me suis retourné vers mes invités, j'ai levé un verre et j'ai laissé la nuit continuer. La pièce semblait différente après cela, plus légère, ancrée, indéniablement mienne. Dans les jours qui ont suivi la fête, tout s'est calmé sans que je ne force quoi que ce soit. Des messages d'excuses sont arrivés de personnes qui avaient cru à son histoire. Des collègues qui avaient gardé leur distance sont passés à mon bureau pour prendre de mes nouvelles. Les RH ont classé le dossier de préoccupation sans commentaire. Des fournisseurs m'ont contacté pour me dire que Blit avait essayé de clarifier les choses, mais n'avait fait qu'exposer plus de contradictions. Marie a envoyé un dernier message confirmant qu'elle avait dit à Maddox qu'elle en avait fini de faire partie de ça, et leur relation s'est fissurée sous le coup. J'ai appris que Soren s'était éloigné d'elle. Non pas à cause de moi, mais parce qu'il a réalisé qu'elle n'avait pas survécu à quelque chose de difficile. Elle avait orchestré quelque chose de cruel. Cette vérité a tendance à voyager plus loin que n'importe quelle version organisée. Je me suis concentré sur l'avenir. J'ai renoué avec des amis dont je m'étais éloigné, non pas avec culpabilité, mais avec honnêteté. Ma famille m'a vu reprendre ma voie au lieu de me ratatiner autour du confort de quelqu'un d'autre. Et lentement, j'ai reconstruit la partie de ma carrière que j'avais mise en pause. J'ai pris de petits projets indépendants, j'ai utilisé mes relations avec les fournisseurs pour relancer mon portfolio et j'ai loué un petit studio près de Fulton Market. 6 mois plus tard, j'avais des clients réguliers. 1 an plus tard, un véritable espace de travail avec mon nom sur la porte. En y repensant, ce déjeuner du samedi n'était pas le jour où ma vie s'est effondrée. C'était le jour où le scénario qu'elle avait écrit pour moi a cessé de fonctionner. Je ne l'ai pas exposé. Je n'ai pas riposté. Je suis simplement sorti de son histoire et j'ai construit la mienne, une où la vérité n'a pas besoin d'un public pour se tenir debout et où le calme devient sa propre sorte de preuve.